Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles et par ricochet du Festival international de slam poésie en Acadie. Alors, nous en sommes à notre 7e émission de Fils parle et j'ai le bonheur, l'honneur de recevoir sur le plateau Thomas Langlois. Bien, merci de me recevoir, Marie-Thérèse. Qui vient pas de si loin, finalement, qui vient de Québec. Ouais. Thomas, tu es parti de Québec pour venir en Acadie, mais avant ça, tu as fait un grand détour par Paris. Oui. Comme participant à la Coupe du monde de slam poésie de Paris. Oui. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y en a deux. Ça, c'est celle du printemps. Et en fait, c'était pas ta première expérience. Cette fois-ci, c'est pas que tu as fait un moins bon... hein? Je crois pas que tu aies fait un Non. En fait, j'ai trouvé que j'ai mieux performé... Que les précédentes. Oui, parce que là... Troisième cette année, Non, c'est ma deuxième année. Ma deuxième expérience. OK. Ma deuxième année, ma deuxième Mais Coupe du monde de Paris. Ça fait plusieurs fois que tu es champion national du Québec. Oui, j'ai été 3 fois champion national du Québec. Puis j'ai été en 2018 à la Coupe du monde de Paris. 2018, j'ai eu la 2e position. De 0,2 points. Même de mémoire, 0,2 points. Ça fait longtemps. Je me rappelle, ça avait été célébré. Oui, quand même, ça avait été. Puis cette année, 3e position, oui. Mais tu sais, non, je pense pas que j'aille moins bien. Derrière Robin Bonenfant. Robin Bonenfant qui participe cette année encore. Tout à fait. Ah oui, mais c'était vraiment cool. C'est vraiment chouette. Mais même que, en fait, la première année, j'étais très... tu sais, j'étais beaucoup fébrile. Oui, tu sais, c'était la première fois que je gagnais le Grand Slam au Québec. Puis là, j'étais comme, hey, là, c'est ma chance, la Coupe du... Fait que j'étais, tu sais, fébrile, puis je voulais performer, tu sais. Puis cette année, je voulais encore, mais c'est parce que j'ai compris, c'est que la Coupe du monde, on est vraiment dans... Tu sais, moi, c'est un monde, hein? C'est un monde, puis c'est un moment de rencontre, beaucoup. Puis on dirait que moi, j'étais très dans un mode performance la première fois. Puis j'ai raté beaucoup d'occasions. J'ai rencontré des gens, mais j'ai raté des occasions. Puis là, cette année, j'étais beaucoup... Non, je pense que c'est pas ça le but. Le but, c'est... Il y a une volonté de partage, mais tu sais, ça reste quand même 5 personnes choisies au hasard dans le public. Ça reste ce que le slam est à la base. Ben oui, tu sais. Puis les scores varient en fonction de où tu t'arrives dans la soirée. Tu sais, veux pas dans l'ordre. Qui a passé avant toi? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on veut entendre ce soir-là? Fait que cette année-là, j'étais beaucoup dans le plaisir de... Puis je pense que j'ai mieux performé parce que j'étais moins dans la performance. Fait que je pense que... En tout cas, moi, je me suis trouvé meilleur. Oui. Je pense que les gens ont... En tout cas, j'ai eu vraiment des bons retours. Donc, ça a été vraiment un moment vraiment le fun pour moi. Puis ici, c'est... donc, tu as fait un grand détour par Paris à plusieurs reprises pour arriver finalement au FISPA, qui est quand même... c'était la 2e invitation. J'avais même presque lancé la serviette parce que je me disais, il fait la Coupe de Paris, il veut plus venir au FISPA. Hey, non. C'est vrai? Non, it's a joke. OK. Non, c'est que tu m'avais été recommandé par Anne Pérouse de l'Université Laval, qui a écrit un magnifique recueil sur le slam au Québec. Puis, en fait, elle te recommandait fortement, mais je savais que tu avais un horaire parce que tu terminais quelque chose puis tu entreprenais autre chose, des cours ou quelque chose comme ça. Ça se peut. En fait, tu es doctorant à l'Université Laval. Oui, j'essaie. J'essaie de la finir, ma thèse. C'est difficile. C'est difficile, mais ça c'est pas abandonné. J'ai pas lâché. Puis, en fait, tes travaux universitaires sont liés aussi à une méthode slam théâtre. À la maîtrise, j'ai développé le slam théâtre. Oui. L'idée, c'est que je voulais travailler la théâtralité contenue dans le slam. Qui est tellement important. Ben oui. Puis pour moi, autant comme on a un texte dramatique, pour moi, le slam, il y a quelque chose de... Il y a une dramaturgie à l'intérieur qu'on n'exploite pas assez. Fait que moi, je me suis intéressé... Ben oui, c'est difficile. Parce qu'on voudrait avoir mémorisé nos textes pour en arriver là. Puis souvent, on focus là-dessus. On se dit, là, je sais mon texte, là, j'ai mon public, fait que là, je le maîtrise, je le dis, alors que pour moi, c'est le début, ça. Oui. Puis après ça, il reste tout l'univers à ouvrir. C'est comme s'il fallait l'ouvrir, l'univers. Fait que j'avais beaucoup travaillé à partir du théâtre du corps, de la biomécanique de Meyerhold, donc une méthode d'entraînement de l'acteur, de l'actrice qui passe par le corps. Et ça m'a amené au cabotinage.
Oui, en improvisation. Ben, en improvisation, mais aussi parce que Méhérold parlait du cabotinage. Donc, je fais mon doctorat sur le cabotinage. Donc, c'est un peu en continuité. Juste l'état de ta recherche. Je sais qu'on ne va pas faire l'entrevue là-dessus, mais juste parce que comment tu le perçois? Parce qu'en improvisation, on reçoit des punitions pour ça. Bien là, je ne veux pas tout ouvrir parce que je suis en train d'écrire ma thèse. Mais en gros, le cabotinage, oui, on reçoit des punitions pour ça, puis c'est souvent... Mais pour moi, en fait, la réflexion, elle est partie du fait que le cabotinage... En tout cas, moi, ça a été mon cas quand j'ai découvert le théâtre. Au secondaire, je m'étais inscrit option théâtre. Puis mon but, c'était de faire rire mes amis. Oui. Puis je pense que beaucoup de gens sont tombés en amour comme ça avec le théâtre. Oui. Puis là, on n'est pas dans une réflexion d'ordre scientifique. Là. On est vraiment dans ce qui est venu me chercher. De ce qu'on a vécu. Oui. Puis j'ai réalisé que c'était ça pour beaucoup de gens. Puis dès qu'on entame la formation, une formation, ben moi, c'est une formation en mise en scène et en dramaturgie, mais dès qu'on entame la professionnalisation du théâtre, puis même dans le théâtre amateur, la première chose qu'on essaie de casser, je pense, c'est une généralité que je dis, mais on veut casser beaucoup le cabotinage. Et? Puis je pense qu'en faisant ça, on casse aussi le plaisir fondamental du jeu. Fait que moi, c'est beaucoup dans une optique de comment est-ce que je peux le ramener, parce que des gens qui cabotinent bien, on aime ça. C'est pas vrai qu'on déteste. Quelqu'un qui se fait du plaisir sur la scène, mais qui réussit à nous le transmettre. Donc, c'est pas non plus un plaisir narcissique ou égoïste, mais il y a un jeu de... J'utilise le personnage, je détourne un petit peu la chose, mais je suis aussi dans le moment présent parce qu'il y a une écoute très forte de la salle avec le cabotin. Donc, c'est beaucoup là-dessus que je suis parti. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce que nous, avant de mettre beaucoup d'énergie dans le festival de slam poésie, pendant 20 ans, on a tenu le fort pour un festival de théâtre communautaire. D'ailleurs, je t'avais invité au printemps, on pensait refaire une série. On a abandonné, oui, je t'en avais glissé un mot, on a abandonné le festival comme tel parce qu'on pense que c'est aux communautés de se le réapproprier. Mais nous, ce qu'on veut offrir, c'est de la formation. Alors, on a créé Carrefour Côté Cours. C'est Côté Cours comme au théâtre, mais cours avec un S pour formation, où on va présenter quand même des pièces de théâtre communautaires. Puis ça devrait avoir lieu durant le printemps, puis le FISPA à l'automne. Donc, on va sûrement s'en reparler. Ça pourrait m'intéresser. Alors maintenant, on y va pour un slam, parce que tu vas donner un spectacle. Oui, demain, Carnaval Carnivore, mon show solo. J'ai commencé à le faire tourner. J'ai eu de l'aide d'Alain Martin-Richard. Oui, que je connais. Tu le connais? Qui est le mari de Nicole Catelier. Oui, OK, bien génial. Ben oui, il m'a beaucoup aidé à entamer la démarche un petit peu pour faire tourner, parce que j'avais jamais travaillé sur une tournée. Puis c'était un show que je voulais faire tourner. Puis je l'avais fait en 2019. J'étais accompagné de Frédéric Dufour à la musique à l'époque. Puis maintenant, tu vas être accompagné de Denis Surette. Pour demain. Oui. Puis là, on était comme, il faut que je fasse tourner ce show-là. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que là, il y a eu d'autres projets. Puis là, j'ai été amené à le refaire au Liban en 2022. C'était une collaboration avec Québec en toutes lettres et Beyrouth Livre. Wow. Puis je l'ai présenté à Beyrouth en 2022. Puis ça m'a comme forcé à revenir dans le projet. Ben oui. Et là, à ce moment-là, j'ai fait, OK, là, je pense que je veux la reprendre, la tournée. Fait que, donc, je suis vraiment content d'être là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Oui, alors... Un slam? Oui. Désespérés, mais fonctionnels. Nos hôpitaux piteux, on mène plus de toit, puis nos bâtisses pâtissent pourtant. On refuse de financer le vieillissement. On chie sur les CHSLD. Mais quand vient le temps de s'acheter le CH, le H et le LSD, watch nous cracher le cash à cœur joie et se farder la face de tout ce qui arrive à nous divertir de notre fucking phobie de vieillir. On est prêt à refouler nos parents dans leur mouroir attitré, juste pour préserver encore un peu de notre tabou d'obsolescence. Ainsi dure l'insidieuse tyrannie de l'autonomie de parents. À enfants, on se transmet la maltraitance bienséante de nos aînés. Jeune, dans mes slams, j'ai craché sur mon père.
Mais je réalise que l'âge vient avec la chienne de payer à mon tour pour la cruauté de ma génération envers la sienne. Espérons juste que nos enfants ne nous punissent pas pour notre vieillesse, comme nous, on châtie nos parents pour la leur. Hein? Là, j'y vais ou j'y vais pas. Rejoindre mon père aux urgences justes pour un infarctus de plus, qui aurait donc voulu me cacher plus que n'importe quel historique de porn. Je rentre en trompe, je rentre en homme à l'hôpital. Mais dès que j'aperçois mon père, sa civière, je vire hyper sensible. Je rapetisse ce petit garçon. L'anxiété, en voyant son temps se densifier si vite dans ses yeux, mon père et moi, on observe son corps à bout, un peu capoute, tout à coup tabou, ce corps dont le moteur répond de moins en moins aux standards exigés chez nos concessionnaires d'autonomie, nos billes sans pile. Mon père, j'en ai voulu, au point de monétiser sa démonisation, le mal menant par mes slams, mais rarement je lui ai dit comment je l'aimais. Finalement, je le lui marmonne, à même son lit de mort, mais m'en mêle. À même mes mots, ma morve, je larme, moi, comme un comédien de marde en plein mélodrame, mais là, le trauma m'a ben trop laminé l'âme, jamais m'a rembobiné nos moments d'amour, des molles et d'amertume, s'il part de même et meurt de même, mon père. Mon père me console du mieux qu'il peut, parce que la mine pleine d'eau, je le bombarde de « je t'aime donc pas n'importe quoi » pour rattraper nos décennies de non-dits nombrilistes. J'essaie juste de cheater la vie comme si c'était un vieux jeu de Super Nintendo, parce que je suis traversé de ce peur in and out qui partent avant même qu'on ait pu se réparer. Puis même si ses lèvres me sourient, même si une joke attend pas l'autre, ses yeux, eux, me demandent si je vais les laisser crever seuls. Comme tant d'enfants amers abandonnent leur père, mère, pêle-mêle, désespérés, mais fonctionnels. Vieillir, laisser vieillir. Il me semble que l'économie de la dignité devrait s'apprendre crissement plus tôt dans le cursus de la vie. À une époque où il n'y a pas plus punk que pardonner, va bien falloir oser la clémence. Merci, Thomas. Plaisir, merci beaucoup. C'est un texte qui reflète ce que beaucoup de gens ont vécu aussi pendant la pandémie, entre autres. Oui. Donc, ton père, il est décédé? Non, mon père n'est pas décédé. Ah, ben ça, c'est merveilleux. Je joue tout le temps un peu sur l'autofiction, mais c'est vraiment arrivé. C'est juste que... Ça t'a fait réfléchir. Ça m'a vraiment amené à ça. Ça m'a vraiment... Tu sais, quand c'est arrivé, j'ai... Veux pas, ben, sur le coup, tu penses pas à ça. Là, sur le coup, tu vas rejoindre ton proche. Puis après ça, j'ai repensé à quel point, plus jeune, j'en voulais pour beaucoup de choses. Puis quand t'arrives... Confronter, le pardon. Ces choses-là comptent plus. Quand tu sens que tu peux perdre l'autre. Puis tu sais, notre relation s'était rétablie depuis. Mais j'ai senti un besoin, parce que j'ai quand même écrit beaucoup sur mon père, le plus jeune. Puis j'ai senti un besoin un petit peu de fermer la porte par l'écriture, justement, par rapport à ça. C'est un beau geste, en tout cas. Et je suis sûre qu'il l'a apprécié. Il l'a pas entendu encore. Mais j'aimerais ça qu'il l'entende. J'aimerais vraiment ça qu'il l'entende. C'est pas une cachette. Il sait que j'en ai écrit un. J'y ai dit à un moment donné, j'en ai écrit un. Ça fait partie du processus de réconciliation aussi. Hein? Oui. Ben, c'est comme la confrontation à l'adolescence, j'imagine. Surtout à l'adolescence, peut-être plus vieux aussi, mais qu'à un moment donné, tu vois que la vie s'en va. Oui, exactement. Que ce qui va rester, c'est ce que vous aurez vécu d'authentique aussi. Ben c'est ça, exactement. Puis c'est l'idée de ne pas attendre que... de pas attendre qu'il soit trop tard pour après se demander « et si telle affaire? » Parce qu'on... Tu sais, des fois, tu te dis « ben je peux encore régler des choses. » Puis on a l'impression que les jours passent puis qu'on va toujours en avoir. On sait qu'on n'en a pas toujours, mais on a quand même cette impression-là. Alors que dans les faits, des fois, ça prévient pas. Puis... Fait que c'est ça. Fait que j'avais beaucoup écrit ça. C'était par rapport à moi. Je m'étais senti coupable. Non, c'est clair. C'est clair qu'on se sent coupable par rapport à nos parents. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a l'écriture pour ramener tout ça à la dimension humaine aussi. Oui. Alors, merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avant de pleurer... Hein? Non, non, je suis correct, ça va. On termine, ce segment en musique.
Le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour, c'est débrousser. Débrousser, mais il n'y a pas de brousse ici. Non, bah dis-moi en plus. En fait, le mot vient de l'Afrique, parce qu'il y a la brousse. Nous, on va plutôt utiliser le mot débroussailler pour enlever la broussaille. La broussaille, c'est les petites herbes qui poussent ou les petits arbustes. Avec la faux? Oui, la faux, les outils qu'on a sous la main. Alors, c'est quand même une belle façon. Hein? C'est comment la langue évolue. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Un voyage en Afrique. Oui. Tu connais mieux que moi, mais comme moi, ça m'inspire. Ma famille, je vais dire un truc très personnel, mais possède un champ. Et puis mon papy, il débroussaillait justement avec la faux. La faux, oui. Tout le temps, les mauvaises herbes, etc., etc. Moi aussi, chez nous, on avait un champ qu'on appelait le clos de la vache. Le clos de la vache. Tous les voisins, même, c'était comme un lieu dit. Tout le monde appelait ça le clos de la vache. Il y avait une vache. C'était la vache de ma famille. Puis, on allait jouer là. Mais j'ai vu mon père débroussailler avec une faux. Exactement. À bras. Oui, moi aussi, j'ai vu mon grand-père parce que tout le monde n'avait pas les équipements aratoires qu'il fallait à l'époque. Alors, ça se faisait avec les moyens du bord. Bien, merci, Morgane. Merci à toi. Maintenant, tu peux aller te reposer. Oui, merci. Donc, de retour sur le plateau en compagnie de David Leduc. Oui. Dit le Grand Slack. Le Grand Slack, effectivement. Alors, le Grand Slack qui nous vient de Montréal. Oui, Montréal. Tu as grandi à Montréal, je présume? Non, j'ai grandi à Laval, qui est sur la rive nord de Montréal. Une petite ville de banlieue un peu poche. Où le métro se rend maintenant? Oui, effectivement. À l'époque, il n'y avait pas de métro encore, donc il y a eu le prolongement de la ligne orange. À l'époque, on prenait l'autobus jusqu'au terminus Henri Bourassa. Pour se rendre jusqu'à Vert-Bouteille pour les Jeux de slam. Oui, exactement. Oui. Ouais. Alors, c'est ça fait longtemps que tu bourlingues dans le monde du slam. Oui, depuis 2008. C'est quand même, hein? Oui, mais j'ai commencé très tranquillement. Je me suis pas lancé là-dedans comme un guerrier. Là. Ça a été un apprentissage très progressif. Là. Puis, tu as toujours persévéré. Oui. Oui, absolument. Depuis 2008, c'est constant. Moi, j'ai vu ton nom circuler, surtout à partir de... Je me suis intéressée au slam, en fait, à partir de 2011. Ouais. Parce que nous, avant que le festival existe, il y a eu une tentative de joindre la Ligue. Même pas. D'un événement qui avait été mis sur pied par... j'oublie toujours son nom, mais enfin... ici, au centre des arts et de la culture de Dieppe, il y avait un slammer. C'est plate que j'oublie le nom, là, mais... Puis,
il y a eu ensuite un contrat à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, ça fait que ça a comme tombé. OK. J'avais voulu participer, mais bon, j'ai peut-être vu un spectacle, mais puis par la suite, c'est à la suite, moi, d'un voyage à Madagascar dans le cadre du Sommet de la francophonie que j'ai vu 2 slameurs OK. performer, puis j'ai dit waouh, il faut qu'on fasse de quoi autour de ça. Okay. Je suis revenue avec l'idée d'un festival. Ben ouais. Puis tu sais, l'intérêt, c'est qu'au Québec, le slam, c'est des joutes. Ouais. Mais personne n'avait eu l'idée d'en faire un festival. Ouais. Ce qui fait que on est le premier festival francophone. Oui, dans les Amériques. En Amérique. Ouais. Oui. Ben, je suis honoré d'être ici. Ben oui, Merci puis moi, je suis l'invitation. honorée aussi que tu sois là parce que c'est ça, comme je disais, j'ai vu ton parcours un peu. Alors, tu veux nous en parler un peu? Oui, ben c'est ça. En fait, moi, je suis un ex-décrocheur, donc Oui. vraiment autodidacte, pas de grande culture ou d'études littéraires, mais je me suis un peu formé par moi-même. Oui. Donc, puis c'est ça. J'ai découvert le slam c'est ça, à peu près en 2008 avec les soirées de Ivy à Slam Au Montréal. Vert-Bouteille? Non, ça se passait au Patrovis à l'époque. oui. Donc, c'est un autre bar, mais c'est sur la même rue, c'est juste un petit Oui. peu plus à l'ouest. Donc, et puis j'ai vraiment, premièrement, rencontré des gens fantastiques. Les poètes, c'est vraiment des bonnes personnes, Oui. peut-être plus que d'autres catégories. Oui. De... les artistes, en général, je m'entends bien avec les artistes plus qu'avec des avocats, des dentistes ou des entrepreneurs. Donc, voilà, j'ai vraiment découvert une communauté, premièrement. Sinon, je pense pas que j'aurais traîné longtemps dans ce milieu-là. C'est vraiment, les gens sont fantastiques. Et voilà, la piqûre de la performance. J'avais déjà la piqûre de l'écriture depuis longtemps, mais c'est vraiment ça qui m'a fait faire de la scène. Oui, tu fais la scène, tu animes aussi des ateliers oui, à des l'école, ateliers non? de slam dans les écoles, écriture, Tu es interprétation. reconnu par le gouvernement du Québec. Oui, dans Culture à l'école, qui est comme un Exactement. organisme qui est affilié au ministère de l'Éducation. Ce qui vous donne une belle opportunité. D'être bien payé, premièrement. Oui, oui. Mais aussi d'être dans le répertoire. Oui. Mettons, des profs veulent inviter des artistes pour... Savais-tu que Oui, je t'écoute. la personne qui a mis sur pied ce répertoire d'artistes à l'école Oui. pour le gouvernement du Québec, c'est une personne du Nouveau-Brunswick. Ah oui, je savais pas. Oui, Raymond Brault, qui est un auteur, compositeur, interprète, qui vient de près de Neguac, Taboussintac, puis qui a épousé le Québec en épousant son épouse. Oui, ça venait avec. Puis qui a travaillé au ministère de l'Éducation. Ouais. Et il a mis sur pied ce répertoire que, franchement, moi, j'ai plein d'amis au Québec qui gagnent leur vie grâce à ça. Oui, vraiment. Puis c'est ça, c'est que souvent, c'est que les écoles, bon, certaines écoles, surtout au public, en arrachent financièrement. Donc là, ça donne un coup de main financier pour vraiment payer convenablement les artistes. Oui. Puis ça, c'est bien. On a ce souci-là, je dirais. Nous, dans la francophonie canadienne, ça passe par Passepart et Immersart, qui relève de la Fédération culturelle canadienne-française. Mais je dirais que c'est par souci, puis on connaît l'importance des artistes dans une société. C'est d'où l'importance de non pas seulement les payer pour faire des spectacles, mais aussi pour s'infiltrer dans la communauté. Oui, puis transmettre. Oui, ouais. Puis quand on s'adresse aux générations plus jeunes, eh bien, ça assure un avenir plus... Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de profs de français, étonnamment, qui ne savent pas comment aborder le volet poésie. Il y en a même qui l'esquivent carrément, qui passent à côté. C'est pas tous les profs, tous les pédagogues qui ont une fibre artistique. Donc, c'est pour ça que c'est là la pertinence de faire venir un artiste pour aborder la poésie qui est quand même... c'est ça. Oui, pas, la poésie, elle est là Elle est là, mais c'est juste que... Elle est partout. Oui. Elle est partout. Oui, puis c'est juste qu'il faut que les jeunes en prennent conscience aussi, justement pour l'intégrer davantage dans leur vie. Oui, puis d'avoir un invité artiste, je pense que ça
ça ravive leur intérêt. En tout cas, ça les accroche plus que le prof qui voit toute l'année, tu sais, puis que là, c'est juste un autre module. Tu sais, qui présente, oui. Puis je pense que les profs sont très ouverts à ça. Ben, de plus en plus, oui. Oui, on l'a vu ce matin, hein? Oui, tout à fait. Alors, parle-nous de cette expérience-là avec les jeunes. Avec les jeunes, écoute, c'était fantastique. Évidemment, ils étaient quand même jeunes, secondaire 1, 2, je pense. Oui, oui, c'est ça. Ici, on dit 8e année. Ah, d'accord, OK. Oui, Québec dit secondaire. OK, mais bon, 12-13 ans? Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus habitué plus des ados, 15, 16, 17. Mais là, il était un petit peu plus jeune, mais... un peu plus jeune, mais très mature. Très mature, puis ça a donné un autre genre de texte. Puis, il était très intéressé, il était très gentil, les profs aussi. Fait que, super belle expérience, puis on a eu un beau résultat j'ai vu ce matin. Non, merci beaucoup d'avoir accepté cette tâche-là, ce contrat, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec les jeunes. Non, c'est pas toujours évident. Mais ça s'est déroulé merveilleusement bien. Oui, super. Mais là, on va y aller avec un slam. Oui, d'accord. Donc, je me lève. Oui. D'accord. Hey, Joe. Comment ça va en dedans? Es-tu tombé de haut quand le juge t'a dit 5 ans dans un fracas de marteau qui a mis ta vie en suspens? Trouves-tu ça beau, Bordeaux? Est-ce que le temps passe lentement? Toi qui visais l'Eldorado, t'as dégringolé dans le néant. Tu t'ennuies-tu de notre mère dans le périmètre de ta prison, entourée de barbelés amers sur des murs qui bloquent l'horizon? Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as des éclats de colère? Rêves-tu de substances illicites et de fuites en hélicoptère? T'es-tu fait des chums parmi ta bande de bums étranges? Tu prépares-tu encore de l'alcool à base de tranches de pain puis de pleurs d'orange? Depuis le mois dernier, quoi de neuf? Es-tu heureux dans ta cellule? Mens-moi pas, je peux lire dans tes yeux que tu as encore peur des serrures. Est-ce que tu pleures dans le noir quand ton co-détenu dort? Est-ce que tu implores la mort? Est-ce que tu gardes espoir? Est-ce qu'il existe encore, je veux dire, celui que tu étais, avant que la vie t'embarre entre 4 murs trop épais pour que tes poings les perforent? Tu peux mettre le blâme sur les autres, sur la vie, le monde ou ton karma de marde. Le gros, c'est toi qui l'as braqué le couche-tard. Tes explosions de violence, les vols, la drogue et les faits d'armes. Ne pas saisir les cordes qu'on te lance, ça ne pouvait que finir mal. Puis tu vas faire quoi quand le système te recrachera sur le trottoir? Sans job, ni diplôme, sans une scène, puis dans le CV, 50 trous noirs. Quoi? T'aimes mieux qu'on parle pas de ça? Ça va, Joe? T'as l'air pas dedans. Tu parles pas, t'es pâle, puis à part de ça, t'as encore perdu une dent. Fuck, le gros, il t'en reste combien? 4? Excuse si je m'inquiète pour mon grand frère, mais faudrait peut-être que t'arrêtes de te battre et que tu te passes la soie dentaire. Derrière la vitre du parloir, ton regard parle plus que tes mots. Le poids des remords comme une croix que tu supportes en courbant le dos. Mais arrête de ressasser le désastre, de saboter ton potentiel. Tu es fait des mêmes poussières éparses que les astres qui volent dans le ciel. Retourne à l'école, crève ta bulle, ouvre-toi aux autres sans faire la pute. Commande, bro, c'est en se bottant le cul qu'on monte les côtes les plus abruptes. Je t'aime et j'espère que tu le sais. On a poussé sous le même toit. Malgré la distance et les froids, le lien ne s'est jamais usé, mais tu sais, dehors, les grains de seconde continuent de s'écouler. De haut en bas du sablier. T'auras beau te droguer ou te saouler, tu pourras jamais leur virer, Jonathan. Que tu ne fasses plus partie de ma vie, c'est comme avoir le mal du pays et le vague à l'âme à la fois. Comme si ta présence allait de soi. Je crois pas au ciel, ni à l'enfer, mais je crois en la famille, puis je veux pas vieillir sans mon grand frère. Est-ce que je me replace? Eh bien, merci, David. Quel texte touchant. Merci à toi, merci. Aborder cette question de la famille, un peu comme Thomas a fait tantôt. Oui, de la famille. Famille un peu... le milieu carcéral. Semi-dysfonctionnel. Oui, le milieu carcéral. Ben, ça fonctionne, mais ouais. Un peu comme en marge de la société. Mm-hmm. Puis
Ben, ouais. Il y a des destins qui se tissent. Tu as grandi sous le même toit, justement? Exactement, oui. Toi, tu vis librement. On a eu les mêmes parents. On a juste... Je dirais pas qu'on a pris deux trajectoires différentes parce que dès le départ, on était vraiment différents. C'était quelqu'un qui était très réfractaire à l'autorité. Moi aussi, un petit peu. Oui. Mais c'était quelqu'un qui se mettait beaucoup dans le trouble. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de comportement, qui était violent. Il se faisait sacrer dehors de toutes les écoles où il allait, au point qu'il fallait, des fois, il fallait même qu'il change de commission scolaire parce qu'il n'y avait plus assez d'écoles dans notre quartier pour l'accueillir parce qu'il s'était fait sacrer dehors de toutes les écoles. J'imagine, moi, que toi aussi, tu as... Ben, j'imagine que tu as vécu un peu pas de culpabilité parce que tu n'étais pas responsable, mais de trauma par rapport à la situation. Ah ouais. C'est comme tu as écopé pour ce que lui faisait. Ouais, puis on a coupé les ponts, on se parle plus depuis. En fait, je sais même pas il est où, je sais même pas s'il est encore vivant. Donc, il y a vraiment eu une grosse rupture avec mes parents aussi. Donc, on a vraiment plus de nouvelles. Puis, des fois, je parle de ça aux gens, puis il y a des gens qui tombent dans le jugement un peu parce que, tu sais, la famille a quelque chose de sacré. Chez certaines personnes, c'est sacré, peu importe ce que la personne fait, mais je pense que ces personnes-là, ben, ils savent pas c'est quoi d'avoir quelqu'un comme mon frère dans leur famille, puis à quel point c'est une grosse charge mentale, avec toute la manipulation et toute la... Oui. Ouais, mais de pouvoir l'écrire, ça a dû te libérer, hein? Ah oui, ça fait du bien, puis ça fait quand même plusieurs années que j'écris ce texte-là, mais je le fais souvent, en fait, c'est mon crowd pleaser, si on veut. Oui. Même dans les écoles, des jeunes qui viennent me voir après, puis sans vouloir me vanter, je n'ai fait pleurer du monde avec ce texte-là. Oui, puis aussi, puis c'est une réalité de toute façon. Hein, il y a des familles qui sont les mieux nanties, on va le dire comme ça, qui ont créé des monstres d'une certaine façon. Ouais. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un monstre, mais c'est quelqu'un de très difficile à côtoyer. Oui. Disons ça comme ça. Ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir fait merci à toi, Marie-Thérèse. Merci beaucoup de l'invitation. Puis, on continue en beauté. Tu vas animer une classe de maître. Oui, la semaine prochaine. Tu as fait aussi, je pense, où tu vas faire des ateliers scolaires. En tout cas, je suis sûre que ceux de ce matin, ils ont vraiment apprécié. Oui, c'était vraiment le fun. Oui, merci. Merci à toi. Alors, on termine l'émission en musique, mais avant, je voulais remercier le Secrétariat québécois aux relations canadiennes et le Conseil des arts du Canada, justement, pour votre présence ici. Merci. Et pour nous appuyer dans la mission du festival.